Bonjour, donc je voudrais parler un petit peu d'infrastructure et de gestion de données pour l'intelligence artificielle, donc AI and IO. Donc c'est une présentation relativement brève. J'essaie de vous donner un petit peu un angle de vue infra. Donc si on ouvre un DGX, on va voir beaucoup de choses à l'intérieur. On va voir déjà de nombreux GPU, donc on en a 8, et chaque GPU a une mémoire privée qu'on appelle HBM, qui fait entre 40 et 80 gigaoctets selon le modèle du DGX. Alors cette mémoire, elle est privée et elle a aussi une particularité assez intéressante, elle est ce qu'on appelle la haute bande passante. C'est-à-dire que la latence d'accès au premier octet est assez élevée, mais une fois qu'on a touché le premier octet, on va récupérer un paquet de données donc, à un rythme très soutenu. Donc ça c'est la bande passante, donc on va livrer des données rapidement au GPU et il va être capable de faire son traitement. Ces mémoires privatives, elles sont chapeautées par une mémoire unifiée entre tous les GPU, qui est une DRAM classique, qui est de l'ordre de 2 téraoctets, donc c'est quelque chose qu'on peut qualifier de copieux. Donc là, on peut mettre jusqu'à 2 téraoctets de jeux de données, et chaque GPU va piocher dedans, remplir son HBM, et utiliser la mémoire haute bande passante quand il aura fini son traitement initial. Donc ça, c'est très bien. Donc là, on est dans la mémoire volatile. À droite, on se déplace un peu et on arrive sur la mémoire persistante. Donc là, la machine est assez bien conçue aussi. Donc c'est le bus d'accès à ces NVMe est très rapide. Hein, c'est du PCI Gen 4, donc c'est la dernière génération. On a 4 NVMe, un total de 15 téraoctets de mémoire. Donc ça fait quasiment 2 Tera par GPU. Donc, évidemment, ça s'est partagé par tous les GPU. Et une bande passante totale de l'ordre de 20 gigaoctets par seconde. Donc c'est quelque chose d'assez copieux. Néanmoins, il y a une particularité que je trouve très intéressante et peut-être même cruciale dans le DGX, c'est sa connectique réseau. Donc là, on a 10 cartes HDR200 dans un DGX, 8 qui sont dédiées donc, pour communiquer entre DGX. Il y en a 2 qui sont dédiées au stockage réseau et qui sont dual ported. Donc elle délivre une bande passante totale théorique de l'ordre d'à peu près de 80 gigaoctets par seconde. Donc 80 gigaoctets par seconde à comparer avec le stockage interne qui est de 20 gigaoctets par seconde. Donc maintenant, à charge du fournisseur de stockage réseau de saturer ces 80 gigas. Donc à DDN, on a la gamme A3i, donc ici sur ce transparent, j'ai utilisé le NV400, à peu près 50 gigaoctets par seconde, donc inférieur aux 80, mais bon, ça reste quand même très supérieur aux 20 gigaoctets internes, sachant que donc on a le NV402 qui arrive et qui aura une meilleure bande passante. Mais le point ici, c'est que la capacité devient quasiment sans limite. Donc on sait construire des systèmes avec des pétaoctets, des dizaines ou des centaines de pétaoctets, ça c'est quelque chose qu'on sait faire. À partir du moment où vous avez du stockage sur le réseau, vous n'avez plus de limite de capacité pour peu que vous sélectionniez une architecture qui soit, je dirais, scalable. Donc ça c'est des choses qu'on sait très bien faire. Donc là, c'est ce que nous on annonce, c'est ce qu'on clame. Est-ce que c'est vérifiable et vérifié? On a fait des benchmarks bien connus dans la communauté IO, donc FIO. Et ce qu'on observe, c'est si on compare le stockage interne du DGX à ce que peut livrer un A3i connecté au réseau, eh bien effectivement, on est dans le cas des lectures à peu près 4 fois meilleur, plus de 50 gigaoctets sur l'A3i et à peu près 15, un peu moins quand on est en stockage interne. Et sur les écritures, le delta est moins important, mais c'est tout de même un facteur 2. Donc là, c'est un cas idéal. On a une capacité quasiment illimitée et les performances sont entre 2 et 4 fois meilleures. Donc évidemment, on veut du stockage sur le réseau. Néanmoins, les architectes NVIDIA ont fait les choses à propos. Pourquoi est-ce qu'on a du stockage local? Donc on va regarder une autre métrique de performance qu'on appelle les IOPS, le nombre d'opérations par seconde. Donc là, on n'est plus dans la volumétrie, on n'est plus dans le traitement de données massifs, mais on est plutôt dans le temps d'accès à un petit grain de données. Et là, ce qu'on voit, c'est que les courbes s'inversent. Là, le stockage interne est bien meilleur et pour les lectures, quasiment d'un facteur 4, et pour les écritures d'un facteur 10, par rapport au stockage réseau. Donc là, le surcoût, la latence d'accès au réseau apparaît clairement, et les disques internes deviennent les meilleurs outils pour exécuter le code.
Donc comment on fait pour optimiser la latence? Alors malheureusement, la latence, souvent c'est quelque chose qui est difficile à optimiser, c'est un temps d'accès, c'est difficilement compressible, hein. À la fin, je veux dire, c'est une problématique de photons dans des câbles, c'est la vitesse de la lumière, hein, c'est une constante physique. Mais ce qu'on sait bien faire, c'est tolérer la latence, c'est-à-dire qu'on va essayer de recouvrir le chargement des données par le traitement des données précédentes. Donc, comment est-ce qu'on fait pour être capable d'anticiper au mieux, détecter plus amont le besoin de charger des données? Donc là, il y a une activité, je dirais, dans la littérature qui est certaine. Je vous ai mis un beau papier de 2018. Et TensorFlow supporte une notion de prefetch, ça veut dire qu'on peut expliciter le besoin d'une donnée dans le code. On peut demander de le charger avant d'en avoir vraiment besoin, de façon à bien recouvrir le chargement du jeu de données par le traitement du jeu de données court. Notre méthode, donc je parlais de la vitesse de la lumière, mais il y a encore quelques couches avant d'arriver là. L'architecture a été améliorée par NVIDIA, l'architecture des DGX, donc avec le système GDS, hein, GPU Direct Storage, qu'on appelle aussi Magnum IO. Donc ici, l'idée, c'est de supprimer la nécessité de faire un saut par la mémoire du CPU pour accéder au réseau. Donc avant, c'était GPU, CPU réseau, et avec GDS, c'est GPU réseau. Donc là, c'est très intéressant. Ça améliore la bande passante. On a vu que le côté bande passante, on était assez bien pourvu. Mais surtout, ça réduit la latence quasiment d'un facteur 4. Donc ça, c'est important parce que on réduit la latence. Donc du coup, on réduit le nombre de codes qui sont dominés par la latence et qui ont besoin d'utiliser les disques locaux. Et mécaniquement, on augmente le périmètre des codes qui sont déterminés par la bande passante. Donc là, on augmente la pertinence du stockage réseau. Donc pour l'utilisateur, c'est une simplification. Il n'a plus deux niveaux hiérarchiques à gérer. Donc ça, c'est un progrès et c'est, comme vous voyez, des ordres de grandeur assez conséquents, x4, x2, x8. Donc on n'est pas dans les 10%, c'est des choses qui sont tout à fait remarquables. Alors pour bien comprendre quelle est la nature de notre charge d'IO, est-ce qu'on est déterminé par la latence ou la bande passante, il y a pas mal d'efforts qui sont faits au niveau académique. Donc là, je vous ai mis deux papiers assez récents, 2020. Donc il s'agit du portage de Darshan, qui est un outil qu'on connaît bien dans le HPC pour faire du profiling IO. Cet outil a été porté sous TensorFlow. Et ce qui est, je trouve, très intéressant, c'est que la communauté performance du HPC est en train d'évoluer et d'intégrer le domaine de l'IA dans son périmètre. Donc ce qu'on sait bien faire à DDN, c'est prendre l'état de l'art de la littérature et le transmettre au niveau industriel. Donc on attend des modifications, je dirais, assez profondes dans le monitoring de performance d'Exascaler courant 2021-2022. Donc juste un point, on a beaucoup parlé de benchmark, mais la réalité, c'est pas un monolithe comme ça tombé du ciel avec un code qui s'exécute. Tout ça, c'est vivant, c'est intégré dans un workflow, il y a de la dynamique en dessous. Et donc, quand on fait tourner le code, c'est pas du tout quelque chose de, c'est pas un silo, c'est pas standalone. Donc, on a besoin de temps en temps de faire tomber l'état du réseau. Quel est l'état de mon réseau de neurones? On peut même l'échanger avec d'autres codes si on fait du federated learning. Donc ça rajoute entre guillemets du bruit par rapport au benchmark. Le jeu de données, il n'est pas gravé dans le marbre ou gravé dans le monolithe. C'est quelque chose qui est vivant. Il y a d'acquisition de données, il y a des données qui sont peut-être obsolètes. Donc tout ça, ça évolue. Donc il faut aussi gérer ce changement du jeu de données. Et puis donc on est déterminé beaucoup par la lecture, mais on peut aussi avoir des phénomènes d'écriture. Donc c'est pas quelque chose d'aussi simple que juste une seule application qui s'exécute en boucle. Donc la clé, pour simplifier ça, c'est pas juste de la performance 60 gigaoctets ou 100 gigaoctets, c'est des fonctionnalités je dirais, de transparence. Donc ce que nous on sait bien faire, c'est des systèmes de fichiers parallèles qui sont compliant avec POSIX. Donc tout ça c'est POSIX, donc c'est simple pour l'utilisateur. Il connaît c'est un espace de nommage qui est unifié, il connaît bien le protocole, il n'a pas à gérer plusieurs protocoles pour plusieurs niveaux. Et le Exascaler peut intégrer les disques locaux à l'espace de nommage du réseau. Donc tout ça, c'est un seul système de fichiers, c'est transparent et c'est géré de façon unifiée par le système. Donc là, je vous ai mis un petit schéma. Alors c'est parce que pour réaliser cette unification, il y a eu un petit peu de sueur, enfin même beaucoup, puis peut-être un peu de larmes aussi. Et le point, quand je vous parlais de rapidité du transfert de la recherche
à la production, vous voyez que c'est les papiers qui ont été publiés en 2018-2019 par les collègues de OneCloud, et aujourd'hui c'est dans le produit, c'est déployé et c'est opérationnel. Donc on a des choses aussi pour aider les gens à caractériser leurs applications. Donc là, on a une équipe à Bordeaux qui est spécialisée là-dedans. Donc ils ont fait un poster à GTC. Donc l'idée c'est de permettre au client de mieux estimer sa workload et de mieux comprendre sa problématique d'entrée-sortie, de faire de la caractérisation et de la quantification selon le type de réseau, selon le type d'application, selon le type de données. Donc là, je vous invite à contacter les collègues de Bordeaux. Et tout ça, ça arrive à ce résultat qui est pour nous, je dirais, un succès. C'est-à-dire que DDN est aujourd'hui le stockage de référence pour les superpods d'NVIDIA. Donc là, vous avez une belle image de Selene, qui doit être numéro 7 au top 500. Et le stockage, c'est du A3i dont je vous parlais précédemment. Donc je serai enchanté de répondre à vos questions. Et puis je vous souhaite aussi une bonne suite de conférences. Merci pour votre attention.